Bonjour, au programme de ce magazine, le colloque ayant pour thème la formation au financement durable des aires marines protégées de Méditerranée qui se déroule en ce moment en Balagne. Une formation organisée par l'association MEDPAN qui a pour vocation de mettre en relation les gestionnaires d'aires marines protégées de Méditerranée et d'autres organismes travaillant dans ce domaine. Durant ce colloque, des gestionnaires venus de 18 pays de Méditerranée ont travaillé sur les solutions possibles pour pallier aux baisses de financement public. Plusieurs pistes sont étudiées, dont celle d'investisseurs privés. Point d'orgue de cette formation, la visite de la réserve naturelle de Scandola qui fête ses 40 ans d'existence cette année. Et pour débuter, nous accueillons la présidente de MEDPAN, Purificatio Canals, qui nous explique pourquoi MEDPAN a choisi ce lieu et nous parle des enjeux de cette formation. On a choisi Scandola d'abord parce que cette année c'est le 40e anniversaire de cette réserve marine et on considère que c'est vraiment important déjà d'avoir des réserves marines si anciennes en Méditerranée, mais pas seulement l'ancienneté, mais aussi la qualité de Scandola, ce qu'on peut avoir. On peut voir ici et les travaux qu'ils font de conservation, l'expérience, un bon exemple ça pourrait être les travaux avec les pêcheurs locaux parce que ça peut être un modèle aussi à suivre par des autres gestionnaires dans des autres zones de Méditerranée. Donc voilà, nous avons été invités par Scandola qui fait partie de notre réseau depuis le départ et on a accepté avec plaisir. Ce qu'on fait ici dans cette formation, c'est de voir quelles sont les opportunités qu'il y a, mais pas tellement au point de vue d'identifier des bailleurs de fonds nouveaux, mais plutôt de trouver des nouveaux approches, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler avec d'autres autres secteurs, est-ce qu'on peut trouver des espaces de gagnant-gagnant dans lesquels certaines activités puissent être en accord avec l'aire marine protégée et renforcer en même temps l'aire marine protégée, devenir plus durable et dans le cadre de cet échange, il peut y avoir une contribution économique. Même sans contribution économique en cash, mais qu'il y a un bénéfice qui finalement ça donne des bénéfices à travers de cette collaboration. Donc ça pourrait être l'un des éléments. Un autre, c'est vraiment identifier des nouveaux bailleurs de fonds, parce qu'on a toujours ciblé sur les administrations publiques, on a aussi ciblé sur certaines fondations privées, mais il y a des autres institutions de la société qui éventuellement ils peuvent devenir aussi des bons contributeurs pour les AMP. Donc c'est regarder un peu tout ça et aider aussi les gestionnaires à faire leur business plan. C'est-à-dire ces planifications de comment considérer par rapport aux objectifs de gestion les contributions économiques qu'ils ont besoin et comment élaborer un plan pour l'assurer. En ouvrant ces aires marines protégées au privé, n'y a-t-il pas un risque que ces gens-là, voulant y tirer un bénéfice, en profitent ? Bon, c'est peut-être un risque. Vraiment, il ne s'agit pas seulement de l'ouvrir au privé. Le privé, c'est un élément à considérer, pas le seul. On ne peut pas faire de merchandising, exactement de vendre l'aire marine protégée. C'est plutôt de considérer aussi la responsabilité de différents secteurs dans notre société par rapport à la conservation de la nature et les mettre dans un cadre de collaboration qui soit bien réglé. C'est pour cela que je parlais de business plan. Parce que si on fait ça seulement par rapport à une action, on peut risquer que depuis quelques années, ça devient hors contrôle. Mais si tu proposes cette sorte d'échange dans un cadre d'un plan de financement qui va soutenir un plan de gestion, alors et dans les contrôles qui existent déjà dans les systèmes de gouvernance ou améliorer ces systèmes de gouvernance, alors le risque c'est beaucoup plus petit. Il y a toujours des risques dans tous les domaines, mais là c'est justement quand tu planifies bien que tu évites le risque. En toile de fond, dans cette formation, la convention signée qui demande en 2020 10% d'espaces marins protégés. Est-ce que finalement, c'est possible, étant donné les problèmes de financement actuels, est-ce que ce n'est pas rajouter justement des problèmes ? Bon, en fait, cette convention, c'est la convention de diversité biologique, et c'est ce qu'on appelle les objectifs de Haïti. Et c'est un objectif très précis d'avoir les 10% sur les zones marines et les 17% dans la zone terrestre. Donc, vraiment, la Méditerranée est bien éloignée. Donc, nous, MEDPAN, avec les KRSP, on fait tous les 4 ans l'état des lieux et on voit qu'on est vraiment très, très, très loin. En ce moment, on n'arrive même pas à 1,5% de notre surface méditerranéenne sur un niveau de protection. Mais ce n'est pas difficile. Je pense que le principal problème, c'est que quand on pense à des aires marines protégées, on pense à dépenser de l'argent. Et ça, c'est juste un regard qui est absolument une erreur, une grande erreur. Parce que les aires marines protégées, ce n'est pas seulement
c'est vrai qu'ils vont avoir besoin d'un niveau d'argent pour faire la gestion, mais quand on fait les calculs des bénéfices socio-économiques qu'il apporte autour de ces aires marines protégées, ils sont vraiment énormes. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas pris en compte dans les systèmes de comptabilité économique qu'on utilise actuellement. Donc il faut aussi promouvoir un changement par rapport au regard économique et commencer à considérer des autres éléments qui se passent autour dans les aires marines protégées et qui apportent beaucoup de bénéfices. Si on regarde les choses d'une manière systémique, c'est évident que créer de nouvelles aires marines protégées, ça ne peut être qu'un bénéfice et ça sera la meilleure manière de promouvoir cette création. Mais il faut faire aussi cette transition de la pensée très ancienne de dépenses économiques, on finit la comptabilité là, mais parce qu'il faut voir aussi tout ce qui vient après quand il y a des zones vraiment bien gérées. Parce que tout ce qui se passe dans l'aire marine protégée va donner des bénéfices du point de vue de la pêche, du tourisme, de la qualité des eaux, de la qualité de vie de la population. Et tout ça apporte aussi des bénéfices et réduit des autres problèmes qui vont provoquer aussi des investissements économiques. Je pense notamment aux effets du changement climatique, qu'on n'en parlait pas trop, des autres risques pour des catastrophes naturelles. Quand il y a des aires protégées en général, soit terrestres, soit marines, tous ces risques sont vraiment diminués. Et ça, il faut aussi le comptabiliser dans cet regard économique autour des aires marines protégées. Notre deuxième invité est le gestionnaire de la réserve de Scandola, Jean-Marie Dominici. Scandola, comme toutes les aires marines protégées, est menacée par la baisse de financement public. Pour lui, ceux qui profitent de la réserve directement ou par les retombées économiques qu'elle génère doivent mettre la main à la poche. On l'écoute. À partir du moment où le contexte économique est défavorable à tous les niveaux, au niveau de l'économie et au niveau environnemental, il faut imaginer qu'on va être aussi très pénalisé par rapport à la baisse des moyens financiers. Et donc nous allons devoir nous préoccuper de nos plans de financement, de retrouver les budgets pour au moins continuer à faire ce que nous avons fait depuis le début de la création de la réserve et pour aller même au-delà par rapport à être à l'écoute et vraiment très proche des fonctionnements des écosystèmes, surtout qu'aujourd'hui nous avons des problématiques nouvelles avec les changements globaux, les changements climatiques, le réchauffement, avec de grosses incidences sur la biodiversité. Et donc à partir du moment où on aura des incidences sur la biodiversité, ça sera aussi des incidences par rapport à la durabilité des activités économiques qui sont greffées sur le secteur de Scandola. Une des propositions serait de faire participer les privés. Est-ce que ce n'est pas ouvrir une boîte de Pandore justement à ce niveau-là, au niveau de l'écosystème ? Mais je pense que la boîte est déjà ouverte. Mais elle est ouverte en défaveur de l'environnement. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde est venu exploiter, bénéficier de cet effet réserve qui a été généré par les gestionnaires, par le parc régional de Corse. Et donc aujourd'hui, tout le monde profite de ce qui a été généré, géré et produit par ce trésor écologique qui a été créé en 40 ans. Et donc aujourd'hui, il faut rétablir l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire contribuer tous les acteurs qui bénéficient de cet effet réserve, mais faire contribuer de manière infime, c'est-à-dire symboliquement. Moi, je verrais bien, comme le préconise aussi le monde scientifique, c'est que chaque acteur, par rapport à l'incidence qu'il génère sur la biodiversité, qui est le fonds de commerce de tous qui viennent la découvrir, mette la main à la poche et à hauteur de l'euro symbolique, c'est-à-dire donner 5 € pour chaque fois qu'un visiteur vient avoir une incidence dans un site protégé. Il n'y a rien d'extraordinaire ni de pénalisant pour les bourses de chaque citoyen. Donc la tendance, ce serait de faire contribuer à la gestion chaque visiteur de zones protégées en France, et peut-être en Europe et en Méditerranée. Beaucoup de touristes visitent cette zone. Est-ce que Scandola peut accueillir encore plus de tourisme et éventuellement justement pour combler ses financements ? Alors la vocation, ce n'est pas de faire la course à l'argent, et donc la course au dépassement de la capacité de charge et au seuil de tolérance de la biodiversité de tout le littoral de la Corse ou de toute la Méditerranée. Le but du jeu, c'est d'arriver à maîtriser les activités économiques pour les rendre durables, c'est-à-dire que minimiser et maîtriser le développement par rapport à la conservation des atouts qui font la force et la réussite du développement économique de notre région. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à définir des capacités de charge, de définir des quotas par rapport à un plan de gestion qui a des bioindicateurs, qui a des signaux d'alarme qui peuvent se mettre en route à tout moment. Aujourd'hui, nous sommes dans le vert pour certaines espèces, nous sommes dans le rouge pour d'autres. Et donc nous, en tant que gestionnaires, nous avons ce tableau de bord qui nous permet de rétablir, de rééquilibrer ou de maîtriser dans un sens ou dans l'autre certaines activités pour conserver justement cette poule aux œufs d'or. Olivier Abélard est chargé de mission à l'Agence des aires marines protégées. L'agence travaille sous tutelle du ministère de l'Environnement. Pour lui, même si les aires marines protégées doivent trouver de nouveaux financements, l'État devra rester vigilant pour empêcher les dérives. Écoutons-le.
Les aires marines protégées, aujourd'hui, c'est essentiellement du financement public. On estime à peu près à 75% le montant de ce financement. Sauf que, par rapport au nombre d'aires marines protégées qui ont été désignées, à peu près 23% sur le territoire métropolitain et 16% au niveau de l'outre-mer, ça a été une montée croissante du nombre d'aires marines protégées. Et maintenant, il va falloir passer à la gestion et donc trouver le financement nécessaire pour le faire. Sauf que ces financements publics aujourd'hui ont un peu atteint le maximum de ce qui était possible et il va falloir donc aller vers d'autres sources de financement. Donc des financements qui peuvent être privés, mais aussi réviser des modalités possibles de financer, donc soit avec des financements locaux, soit avec des financements avec des réflexions nationales qui sont en cours, donc au sein du comité de l'économie verte par exemple. Et donc des arbitrages qui ne sont pas encore complètement faits, mais aujourd'hui une des pistes sérieuses, c'est ce qu'on appelle le pacte global des financements innovants. Alors on est aujourd'hui dans le cadre de cette formation pour examiner les différents possibles. Il y a des possibilités notamment sur les redevances qui pourraient être adossées à la croissance bleue, notamment tout ce qui est les développements énergétiques, que ce soit sur la Manche, que ce soit sur l'Atlantique ou même en Méditerranée. Il y a un potentiel qui peut être important. Nonobstant quelques révisions législatives qui doivent être encore discutées, il y a la possibilité de financements locaux et donc la nécessité pour ça de former les gestionnaires à aller d'une part identifier leurs besoins et d'autre part aller mettre en place des mécanismes locaux de financement pour la gestion des aires marines protégées dont ils ont la charge. Le réseau d'aires marines protégées a déjà cru de manière assez exponentielle. Sur des zones où ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est un réseau méditerranéen. On a beaucoup d'aires marines protégées historiques qui sont situées sur ce bassin. Ce n'était absolument pas le cas dans l'Atlantique ou dans la Manche, ou même les dernières aires marines protégées qui ont été désignées dans le Pacifique ou en Nouvelle-Calédonie. Donc ça a cru déjà exponentiellement. En Méditerranée, il y a probablement des aires qui doivent être agrandies également. Maintenant, effectivement, tout va dépendre du financement. Donc ça va être le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on estime que les besoins au niveau national, le réseau national français, il faudra 50% de plus pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale. Donc la solution, il va falloir la trouver. Est-ce que c'est possible? En tout cas, c'est souhaitable. Les objectifs internationaux, c'est 20%. Ce n'est pas encore le cas en méditerranéen, ce n'est pas encore complètement le cas au niveau national français. Donc voilà, c'est souhaitable. Mais il va falloir effectivement travailler là-dessus et c'est ce à quoi on s'emploie. Et le réseau Medpan a l'intérêt souvent de montrer le chemin. Et ce qui s'est fait en Méditerranée souvent peut être transposé sur d'autres espaces. Et en tout cas, cette réflexion sur les mécanismes de financement innovants va se poursuivre parce que c'est vraiment l'enjeu de la gestion de demain. Dans le cadre d'un financement privé, ce qui pourrait arriver, quel serait le rôle de l'État? Peut-il garder son rôle à ce moment-là de garde-fou finalement pour empêcher que ces entreprises ne tirent parti de ces richesses? Le financement, dans tous les cas, l'État devra garder une certaine vigilance donc, sur ce qui va sur des financements alternatifs, en tout cas qui peuvent venir par le privé. Il y a un souci d'éthique qui est évident. Pour le mécénat, par exemple, l'Agence des aires marines protégées a développé une charte du mécénat donc, qui implique un certain nombre d'obligations de part et d'autre pour les acteurs. De manière effectivement à garder le contrôle sur ce qui peut se faire, mais de faire aussi en sorte que les opérateurs privés trouvent du sens à venir travailler avec les opérateurs qui gèrent les espaces protégés marins. La baisse des financements ne touche pas seulement la France, c'est un problème européen. Et pour le directeur du parc marin de Zakynthos en Grèce, Laurent Soubrès, il faut trouver un équilibre entre les aides publiques et privées pour rester dans un système d'économie durable. Nous l'écoutons. Déjà, c'est évident qu'il s'agit d'un endroit extraordinaire du point de vue du patrimoine naturel. Et c'est un aspect qu'on retrouve dans toutes les aires marines protégées en général, c'est qu'on protège a priori des endroits qui sont vulnérables, mais aussi qui ont un aspect qui parle au monde, qui parle aux personnes qui sont intéressées par la protection de l'environnement et aussi souvent
ce sont des endroits où on trouve des espèces qui malheureusement dans d'autres endroits sont en voie de disparition. Donc ce sont des endroits qui sont choisis en fonction d'un ensemble de critères et ces critères sont communs à beaucoup d'aires marines protégées. Le thème de cette formation, c'est le financement. Aujourd'hui, il faut trouver de nouveaux financements. Les collectivités publiques ne peuvent plus suivre. On pourrait demander au privé. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ? Je pense que d'abord c'est un problème récurrent, le financement des aires marines protégées, de toute aire protégée, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore intégré dans notre fonctionnement social, au même titre que l'éducation, au même titre que le sport, différentes activités qui sont inhérentes, la santé aussi, qui sont inhérentes au fonctionnement d'une société. Donc à partir de ce moment-là, il est évident qu'il y a des problèmes de financement. Ceci dit, je pense que c'est une responsabilité globale des sociétés. Donc l'État doit prendre en charge une partie importante du fonctionnement de ces aires-là. On doit aussi intégrer le fait qu'il y a des acteurs. Ces acteurs doivent participer aussi au fonctionnement, donc participer au financement. Mais ce n'est pas forcément la première source de financement. Ce qui se produit dans la plupart des aires marines protégées, c'est ça, c'est qu'on a une partie importante qui est couverte par l'État et une partie complémentaire par des privés, par des associations, par des gens qui sont intéressés, mais des gens aussi qui bénéficient directement de la création et du fonctionnement de ces aires marines protégées. Un autre problème, c'est le tourisme qui permet de faire vivre ces aires marines, mais aussi qui apporte une masse importante de population qui perturbe l'écosystème. Comment gérer les deux ? C'est ce qu'on appelle exactement le développement durable, c'est-à-dire qu'on parle d'un développement qui est effectif, qui doit être, mais qui doit être durable. C'est-à-dire qu'on doit avoir la possibilité demain d'avoir le même type de développement. Ça veut dire qu'on essaie de concilier la protection avec le développement. C'est une chose qui est faisable, qui se fait dans beaucoup d'endroits dans le monde. Par contre, c'est un aspect qui est un peu nouveau, je dirais, dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on doit intégrer cette composante de la protection de l'environnement dans tous les produits, dans toutes les activités économiques que l'on développe. C'est quelque chose qui, en fait, doit devenir un réflexe. Si on arrive à intégrer cette composante environnementale, on arrivera à concilier les deux dans l'avenir. Un équilibre qui semble tout trouver au Liban où Nabira Dakik, qui représente la réserve naturelle côtière de Tyr, nous parle des avancées obtenues grâce aux capitaux privés mêlés à une bonne gestion des collectivités locales dans son pays. Voici ses explications. Actuellement, on essaye de faire une collaboration avec l'aire marine protégée de Sinis en Sardaigne. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la chance d'être traîné dans le centre de soins des tortues marines au CNR pour pouvoir mettre en place un centre de secours des tortues marines à Tyr en partenariat avec RAXPA et sous la surveillance de la docteure Flegra Bentivenia. Donc cela va aider même à penser à un jumelage entre Tyr et Sinis pour aussi d'autres aspects archéologiques et touristiques aussi, parce qu'on est ensemble dans le projet MIT d'écotourisme. Ça, c'est un exemple. Et maintenant, pour les régulations, c'est la municipalité de Tyr qui était inspirée par un projet qui essaye de convaincre les pêcheurs de la pêche durable en améliorant leurs conditions. C'est un projet financé par une fondation suisse qui s'appelle Drossos et en collaboration avec IUCN et une ONG libanaise qui s'appelle ADR. Alors, tous ces projets à côté se complètent pour pouvoir protéger. Mais la municipalité a plus de ressources humaines et de ressources financières, donc elle a pris l'initiative, elle a commencé à éviter donc les méthodes illégales de pêche à Tyr. Le projet Drossos IUCN nous aide donc à acheter d'équipements comme un bateau ou de patrol ou bien même nouvellement donc d'équipements de surveillance quoi. C'est le but, c'est la vision, c'est de partir en parallèle avec les conventions donc, régionales de la Méditerranée pour être tous
en même temps vers le but en 2020. Il faudra bien entendu bien plus qu'un colloque pour trouver une solution à ces problèmes de financement, mais cette formation a le mérite de faire travailler en synergie les acteurs de la protection marine de Méditerranée. Ce magazine est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'RCFM.